Et salut à toutes et à tous, et non vous ne rêvez pas, il est 19h et vous regardez bien Football Total, une émission exceptionnelle en direct, spécial tirage au sort de la Coupe du Monde 2026, parce que oui, le match d'ouverture n'est prévu que le 11 juin 2026 au Mexique, mais la Coupe du Monde de football devient un peu plus concrète depuis 18h, heure à laquelle a démarré à Washington, heure belge bien sûr, le fameux tirage au sort. Oui, les États-Unis ont beau être le seul pays du monde à appeler ça du soccer, eh ben, c'est le centre du football aujourd'hui. On connaîtra donc bientôt les 12 poules de 4 pays pour ce premier mondial disputé à 48 équipes. Et toutes rêvent de succéder forcément à l'Argentine, sacrée au Qatar en 2022. Oui, même la Belgique, on y rêve, hein, on va pas se mentir. Alors on n'a pas les images en direct, mais honnêtement, on vous rend service parce que c'est assez chiant. On a regardé ça juste avant, il n'y a rien qui se passe. Trump a été félicité pour la paix dans le monde. On a eu un concert, la musique en tout cas officielle de cette Coupe du Monde. Ici, on va donc vous donner des analyses en direct dès qu'on aura des noms d'équipes importantes qui vont tomber, notamment pour nos Diables Rouges. On va directement les commenter, donc honnêtement ne partez pas d'LN24, ça va être bien mieux que sur les autres chaînes. Et qui dit soirée exceptionnelle dit la crème de mes chroniqueurs. Bon, c'est toujours les mêmes, mais je fais genre parce que c'est vrai que c'est une soirée exceptionnelle ce soir. Salut Sacha. Bonsoir Nicolas. Tu vas bien ? Très bien, tu enjolives très bien. T'es excité par ce tirage au sort ? J'adore, j'attends que ça. On attend effectivement surtout les adversaires des Diables Rouges. L'équipe de Rudy Garcia, on verra ce que ça va donner bien sûr. Salut Jean-Marc. Salut Nico. On a vécu des Coupes du Monde, hein. Celle-là elle t'excite un peu quand même ? Oui, parce que au tirage au sort, on se demande effectivement qui on va tirer. Et jadis, on avait peur de personne. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a peur de tout le monde. Donc on verra ce qu'on va nous donner. L'adversaire, on va au moins pouvoir le commenter bien sûr. Et salut Nathan. Salut. Qui fait aussi sa première en direct avec Football Total. Mais ça va être un grand moment, j'en suis sûr. Alors pour l'instant, on n'a aucun. Alors il y a forcément les 3 équipes organisatrices qui ont été tirées au sort dans leurs poules respectives. On a donc, on le rappelle, les États-Unis, on a le Mexique et on a le Canada. Pour le moment, rien d'autre. Bien sûr, on vous dira dès que j'ai bien sûr Jonas, le célèbre éditeur de cette émission, fan du Barça, on le rappelle, qui me donnera toutes les infos nécessaires. Mais donc avant qu'on ait des premières informations importantes à vous donner, je vous ai un peu demandé à tous les 3 votre meilleur tirage, votre pire tirage pour les Diables Rouges. On a tous joué à ça, tous les sites l'ont fait, tous les supporters l'ont fait. Jean-Marc, on va commencer avec toi. Tu as donné 3 équipes effectivement. Pour le pire tirage, effectivement, le pire tirage pour les Diables Rouges, oui, celui qu'on n'a pas envie d'avoir. C'est peut-être le plus compliqué, mais ce sera peut-être le plus excitant. Tu veux que je te donne les 3 ou pas ? Mais je les connais. Oui, je sais pas. Je les ai donnés à l'éditeur, donc je suppose qu'il va les montrer. Ce serait des retrouvailles avec le Maroc. Très mauvais souvenir de la Coupe du Monde au Qatar. Puis je pense que le Maroc continue à monter en puissance. 2-0 en poule. Je pense qu'il vaut mieux les éviter. La Norvège, parce qu'on en parlera tout à l'heure, moi je pense que Haaland va faire une très grosse Coupe du Monde et que la Norvège, pour son retour à ce niveau-là, va vouloir se montrer. Qui a fait mal à l'Italie, hein, Sacha ? Absolument. Victoire 4-1 du côté de San Siro. Totalement mérité. C'est curieux, j'ai pas voulu en parler, c'est lui. Non, mais c'est très bien dit. Directement. Il faut. Aujourd'hui, on a le temps. D'habitude, je vous presse toujours dans Football Total. Je suis très Là, on a le temps de parler. D'ailleurs, Sacha a l'air très sage, je ne sais pas pourquoi. Je suis très étonné par ce temps que j'ai, mais c'est bien. Là, pour la première fois, si tu as envie de réagir à ce que dit Jean-Marc ou à ce que dit Nathan, tu peux y aller, Sacha. Je te mettrai pas de phrase. Je termine quand même dans le 4e pot, puisqu'il y a des barragistes, on ne sait pas exactement qui va être pris ou pas. Moi, j'avoue que je l'ai déjà dit hors antenne et je continue à le dire. Moi, j'aimerais un Belgique-République du Congo. Parce qu'il y a tout, il y a de l'histoire, il y a des joueurs d'origine congolaise, il y a des joueurs qui ont choisi. Tu veux un bordel, vas-y, ça clairement. Non, parce qu'à Matongué, ce serait la fête. Hein. Ça serait une belle histoire. Donc, comme j'ai dû choisir dans les pays qui sont actuellement qualifiés, j'ai choisi la Nouvelle-Zélande parce que c'est peut-être un jeu qui, pour les Diables, assez physique, on y va du kick and rush, peut-être serait compliqué. Donc je pense que ce tirage-là, je rappelle que les meilleurs 3e seraient qualifiés, donc je pense qu'il y a moyen, mais ce serait compliqué, mais à la fois excitant. Avec notamment le joueur star, en tout cas de la Nouvelle-Zélande, qui est Chris Wood, qui marche moins bien cette saison avec Nottingham Forest. Mais c'est au mois de juin. Oui, effectivement. Mais au mois de juin, il marchera bien. Mais il marche nettement moins bien cette saison. Il est plus du tout titulaire alors qu'il avait fait justement une grosse saison l'année passée. Sacha, est-ce que tu veux que je te rappelle les 3 équipes que tu as choisies ? Sur le pire tirage de mémoire. Sur le pire tirage pour nos Diables Rouges. Il y a l'Équateur. J'aime pas le pire. Le plus compliqué. Le plus compliqué, si tu veux, c'est plus simple, le pire. L'Équateur, déjà de base, la Norvège, on a expliqué pourquoi, et effectivement le Cap-Vert. Alors,
L'Équateur, il faut savoir que c'est l'équipe qui a encaissé le moins de buts durant les qualifications de cette confédération sud-américaine. C'est une équipe qui a effectivement des joueurs exceptionnels comme Incapié, comme William Pacho notamment. Il y a vraiment beaucoup de qualité. Caicedo, le meilleur peut-être. Mais bon, moi je suis pas supporter de Chelsea. Ça n'a rien à donc voir. voilà, moi je voyais sur le secteur défensif qui semble être le plus important. En dehors de ça, on peut parler notamment de Nilson Angulo qui pourrait être sélectionné du côté de l'Équateur. Mais c'est une équipe extrêmement compliquée à jouer. On l'a vu, aussi, ouais. Nos Diables Rouges ont eu des difficultés dans ce type de rencontre où parfois ça joue très bas, c'est très agressif et derrière on a des difficultés à faire justement le saut de qualité face à des équipes qui sont bien resserrées. Cette équipe de l'Équateur l'est et forcément pour moi c'est le gros danger que nos Diables ne devraient absolument pas affronter. Mais donc à vous écouter, on va commenter la suite des 3 équipes que tu as choisies, à voir celle de Nathan, mais à vous écouter en fait il faudrait pas une équipe agressive en tout cas pour les Diables Rouges, c'est ça? C'est sûr que les équipes sud-américaines c'est toujours compliqué à jouer, d'autant plus qu'elles seront sur leur continent et c'est vrai que face à ce genre de pressing, d'intensité, les Diables ont souvent du mal. À l'heure actuelle on perd contre l'Équateur, je vais être très clair. Et c'est vrai qu'on se rappelle aussi, parce qu'on a pas mal suivi la Coupe du Monde des clubs aussi via LN24, on se rappelle que les équipes sud-américaines justement étaient ultra performantes par rapport à des équipes européennes aussi, parce que la chaleur, parce que les championnats qui finissent peut-être plus tôt aussi. J'ai tout petit bémol, ça va ok, l'Équateur c'est très fort, c'est agressif, ça va vite. Normalement c'est pas pour nous. Bon, comme ça vous savez, ça chante toujours pour l'instant à la cérémonie. Donc restez bien. C'est qui là? Parce qu'on a eu Robbie Williams, on a eu l'ex-man Lama Milton, on a eu. En tout cas, ça chante toujours, donc restez bien sur les 24. Reste sur l'Équateur. Ça va dépendre un peu de quel jour on joue, quel match on joue. Est-ce que c'est le match 1 ou c'est le match 3? Parce que c'est pas tout à fait la même chose. La fatigue, la chaleur, tu viens d'en parler. Tu commences ton tournoi contre l'Équateur, difficile. Le 3e match, où ils seront peut-être qualifiés, où on sera peut-être déjà qualifié, le 3e match est toujours un peu différent. Mais je suis d'accord avec vous, il faut éviter. C'est vrai qu'on Nathan, on le rappelle aussi, cette Coupe du Monde, elle est elle est très étendue. On parle quand même Mexique, États-Unis, Canada. Va y avoir une importance aussi sur les déplacements, les décalages horaires, la chaleur. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte aussi. On verra dans quel groupe la Belgique sera mise. Mais il y a pas mal de facteurs. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et tu le mentionnais très bien avec la Coupe du Monde des clubs. On a vu que pouvait y avoir d'un extrême à l'autre au niveau de la météo et ça va jouer énormément sur la qualité des prestations des Diables Rouges. Notamment avec les coups de tonnerre. Moi, je me rappelle aussi de certains matchs qui avaient été interrompus pendant 2-3 heures. Je pense surtout à une donnée climatique qui est pour moi la plus importante, surtout si on joue au Mexique, c'est l'humidité, les amis. Il y a l'altitude aussi. L'altitude également, mais c'est dur pour les joueurs, hyper important parce qu'aujourd'hui, on ne fait pas les mêmes performances et on n'est pas habitué à faire ce type de performance-là. D'ailleurs, on pourrait avoir des pays comme par exemple, tu parlais de la Coupe du Monde des clubs et de les équipes sud-américaines, comme par exemple Al Hilal qui avait été très bon durant cette Coupe du Monde des clubs, pourrait avoir une Arabie Saoudite qui crée une surprise durant la compétition, etc. Donc c'est vraiment une Coupe du Monde qui peut partir dans tous les sens. Ouais, avec 48 équipes, on espère bien. Un petit point de repère pour jouer un peu le côté vintage. 1994, Coupe du Monde aux États-Unis, et ils avaient eu l'idée intelligente de jouer à midi. Heure locale. La Belgique a donc joué à midi. Et je me souviens notamment de Lorenzo Stalens, international, qui était carrément tombé dans les pommes dans le vestiaire après le match et qui avait perdu 6 kilos. On a dû lui mettre du sucre en Baxter. C'est pour vous dire quand même que les conditions météo et la chaleur et l'humidité dont tu parles, ça risque d'être effectivement un facteur que l'on n'a pas tellement l'habitude de gérer quand on est un pays européen. Sacha, pour terminer sur ton pire tirage ou le tirage le plus compliqué, t'as mis le Cap-Vert. Oui. On verra que Nathan a mis le Cap-Vert plutôt dans son meilleur tirage. Pourquoi le Cap-Vert? Parce que le Cap-Vert a été absolument impressionnant durant la CAN 2024, qu'il me laisse des souvenirs éblouissants. Je suis un fervent défenseur de cette compétition, tout le monde le sait, et que la force collective de cette équipe est absolument incroyable. C'est un bloc commun qui est très très difficile, encore une fois, un petit peu à l'image de l'Équateur, mais avec des qualités individuelles moindres, qui est capable de faire vraiment des différences. Et surtout, il y a toujours dans ce genre d'équipe qui n'ont rien à perdre, il y a un état d'âme, un état d'esprit. Il y a tout un pays qui vient porter cette nation. Et pour moi, la Belgique, c'est tout ce qui lui manque, en fait. Je réagis direct sur pourquoi je l'ai mis dans le meilleur. Ouais, vas-y, de toute façon, on mettra un peu les meilleurs tirages après. Parce que je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Mais en fait, quand on parle de meilleur tirage, on ne peut pas non plus espérer les équipes les plus faciles à jouer dans la mesure où
dans une Coupe du Monde, il faut être préparé au prochain tour. Et donc, avoir des matchs trop faciles peut faire en sorte que le 16e de finale, on va le prendre un peu à la légère et le prendre un peu trop facilement et donc se faire surprendre, quoi. Ouais, et donc c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec Stadia, avec le Calper. Ils ont fini premier de leur groupe. Il n'y a qu'une seule défaite, il me semble. Et ça peut être une bonne rencontre. Pas si facile que ça, mais qui peut amener un positif pour la Belgique. Nathan, on va rester avec toi pour le tirage le plus compliqué peut-être pour les Diables. Selon toi, on va voir les trois équipes. Et donc, tu as choisi, alors comme tout le monde, vous avez tous les trois la même équipe, pardon, en tout cas c'est la Norvège. Je crois qu'Erling Haaland qui fait peur. A traumatisé tout le plateau. Et puis on a une défense qu'on peut traumatiser, j'ai l'impression. Donc effectivement, on a Elle est très facilement traumatisable. On parle beaucoup d'Erling Haaland, mais il n'y a pas que lui. Hein. Il y aura le retour de Odegaard qui est revenu. Il y a Nusa qui petit à petit prend sa place. Damsgaard. Parce qu'ils reviennent en Coupe du Monde depuis tellement d'années qu'il va y avoir un supplément. Je crois. Il va y avoir un supplément d'âme dans cette équipe norvégienne. Ouais, non, c'est vrai. Et puis c'est vrai qu'ils sont contents justement de revenir dans cette Coupe du Monde. Deux autres équipes que tu as choisies, on en a parlé, il y a la RDC. Il y a la RDC. Si elle se qualifie. Elle va se qualifier, Elle va se qualifier. Sincèrement, j'espère. Ça, c'est un petit borderline offert par la rédaction quand même. Hein, parce que logiquement, on doit rester dans les clous. Je vais citer une autre équipe après. Voilà, mais effectivement, RDC. Mais la RDC, c'est surtout un souhait. Mais ça serait un tirage vraiment horrible pour la Belgique parce que, allez, je ne parlerai pas d'esprit revanchard, mais il y aura beaucoup de joueurs de la sélection nationale congolaise qui voudront prouver que. On sait qu'il y a beaucoup de binationaux. Même actuellement, il y a beaucoup de tractations pour essayer de faire venir certains binationaux. T'as des infos en RDC? J'ai des infos. Pas au même niveau que donc, toi. Mais tu peux, mais vas-y, donne-nous. Moi, je suis hyper curieux. Si t'as des infos, vas-y. Hein. Donc des joueurs qui actuellement n'ont pas encore été retenus en tout cas, qui sont sélectionnables pour l'équipe nationale belge, mais qui pourraient rejoindre l'autre équipe. Et pour l'instant, Struiken, ça y a été, et Polo y a été, et Balikwisha. Donc il y en a encore d'autres. Donc il y en aurait d'autres. Habituellement, on avait l'inverse en Belgique. On avait l'habitude de voir l'inverse, donc du Congo vers la Belgique. Là, actuellement, ça commence à être le contraire. Qui s'inverse, quoi. Tant mieux. Mais ça sera en tout cas un très bon match. Le troisième pays que tu as choisi, pour l'instant, je le dis, toujours rester bien sur les 24. Pour l'instant, c'est un sketch avec Rio Ferdinand, Infantino, Mathieu McConaughey, c'est sympa. C'est du stand-up, en fait. Oui, c'est un peu du stand-up pour le moment. Ça, c'est plus votre public. Mathieu McConaughey, c'est des très grands films. C'est les États-Unis, c'est effectivement. Je me rappelle d'un très beau film, d'ailleurs. On va peut-être rester sur le foot, justement. Non, mais je sais pas. Si vous voulez aller, on peut y aller. Il n'y a pas de souci. Je suis ouvert à tout. Ta troisième équipe, c'est une autre équipe sud-américaine. Ouais, et je voulais pas prendre l'Équateur parce que je savais que Sacha allait la prendre, mais donc moi c'est la Colombie qui, j'ai l'impression à chaque Coupe du Monde, c'est l'équipe qui te fait minimum 8e, si pas quart de finale, et qui est toujours très compliqué à jouer. J'ai en mémoire un Colombie-Belgique qui avait eu lieu, c'était juste avant la Coupe du Monde 2018 ou 2022, en tout cas au Stade Roi-Baudouin, et qui s'était mal déroulé pour la Belgique. Et il n'y a plus les Falcao et ces autres noms, mais il reste quand même des joueurs. 2018, voilà. Personne n'a pris, par contre, parce que c'est vrai que. Alors, tu as choisi la RDC si elle se qualifie. Il y a quand même l'Italie qui reste. C'est pour lui. Hein. Ouais. Alors, Sacha, ça me fait du bien qu'on parle d'Italie. Ça reste quand même on passe une très bonne soirée quand on parle d'Italie. Ça reste quand même une grande nation du football. Oui, très grande nation. 4 fois champion du monde. Dans l'histoire. 34, 38, 82, 2006. L'Italie qui n'est pas encore qualifiée. Mais c'est vrai que je regardais nos collègues français qui forcément vont faire le même jeu que nous sur ce pire tirage, ce meilleur tirage. Et honnêtement, tous les spécialistes mettaient l'Italie si elle se qualifie. Je crois que la France a quand même un certain traumatisme aussi avec l'Italie. Mais nous aussi, d'une certaine manière. Donc l'Italie, ça reste quand même un tirage qu'on n'a pas du tout envie si l'Italie se qualifie. Mais l'Italie est une équipe fondamentalement construite pour gagner un tournoi. Dès qu'elle est en tournoi, c'est vrai qu'on en a peur. Quand elle est qualifiée. Et c'est quand elle est... Non, mais c'est... Oui, c'est le principe. C'est le compte, notamment l'Euro 2000. Moi, je te donne par exemple les difficultés qu'a eu Roberto Mancini à l'Euro 2020 pour se qualifier avec un groupe qui était complètement fissuré. On a fait œuvre d'unité pendant un mois. Non, mais du côté de la sélection, je veux dire, ils ont fait un mois ils sont partis, notamment à Turin, etc., dans des stages très compliqués. Ils ont fini, dès qu'ils ont terminé le championnat, personne n'a pris de vacances, ils ont été tous rameutés ensemble. Ils ont cette capacité un peu militaire dans le côté très carré de faire groupe et derrière de repartir complètement à zéro pour faire une très très grande compétition. Donc pour moi, l'Italie, c'est un cadeau pour personne et c'est surtout une équipe qui est capable, sur des fulgurances, de faire quand même des rencontres intéressantes.
une équipe qui monte en puissance durant les tournois. Donc si, par exemple, la Belgique, là, durant les phases de poule, oui, ce sera compliqué, mais ce ne sera pas le plus compliqué. Si tu joues en quart de finale, mon ami, bonne chance. Toi, j'ai l'impression l'Italie, cette génération, manque un facteur X. Tu vois, à l'Euro, par exemple, tu avais Chiesa. Aujourd'hui, qui est ce joueur qui peut apporter quelque chose en plus? Il est en train de revenir pas mal. Mais parfois, et je suis pas italien, mais parfois, ce facteur X sort pendant le tournoi. C'est vrai. C'est quelqu'un qu'on n'attendait pas et qui subitement fait le tournoi de sa vie. C'est vrai que Federico Chiesa, Toto Schilacci par exemple. Toto Schilacci, voilà. Effectivement. Et la Coupe du Monde 2006, la performance d'un Luca Toni était exceptionnelle. Mais c'est vrai que Chiesa qui n'est toujours pas titulaire avec Liverpool, et donc on a du mal à se dire que ça va être la star italienne à cette Coupe du Monde. Si l'Italie se qualifie, on le rappelle. Toujours pas d'informations pour le moment, ça n'a pas bougé en tout cas dans les boules, dans le tirage de boules bien sûr. Avant de marquer une première courte pause dans Football Total, ça va aller plus vite, mais au niveau du meilleur tirage peut-être pour nos Diables Rouges. Jean-Marc, tu as cité 3 équipes. Est-ce que tu t'en rappelles ou est-ce que tu veux que je te les donne? Oui. Australie, Tunisie, Curaçao. Exactement. Pourquoi ces 3 équipes, rapidement? Parce que ça sent les vacances. Non, sérieusement. Simplement. Sérieusement. Non mais, qui se dit ici, si on a ce groupe-là, ça va être vraiment très compliqué, on ne va pas passer. Je rappelle que les 2 premiers sont qualifiés et les meilleurs 3e. Donc je pense que ça devrait le faire. J'ai pas un manque de respect pour ces équipes. Non, pas du tout. Mais si on ne sort pas d'un groupe pareil, alors vaut mieux rester chez nous. C'est vrai qu'on rappelle, je crois qu'on est en dehors du top 10 des favoris selon Opta. Je crois qu'on est 11e, c'est ça. Donc c'est vrai qu'avec un groupe comme l'Australie, la Tunisie et le Curaçao, c'est vrai que là, a priori... Non, ça devrait le faire. En tout cas, si ça ne le fait pas, je pense qu'il y a toute la fédération qui doit être virée, très clairement. C'est et c'est pas mettre la fédération je pense que Garcia reste là-bas. Oui, c'est ça, exactement. Tous les joueurs, d'ailleurs, restent là-bas, je crois. Vraiment, là, il y a un problème. Je pense effectivement que la Belgique n'aura jamais été aussi agressive dans l'histoire du sport français, du sport belge, pardon. Ce sera quand même très, très drôle. Nathan, toi, t'as trouvé un groupe que tu trouves encore pire que celui de Jean-Marc, ou meilleur, forcément, pour les Diables Rouges. On avait parlé du Cap-Vert. T'avais expliqué pourquoi. T'as une équipe qui est similaire, c'est l'Australie. Et puis t'as une dernière équipe qu'on connaît. Le Panama. Enfin, qu'on a connu lors d'une grande compétition. Allez, c'est pas pour paraître hautain par rapport au Panama et encore moins par rapport à l'Australie, qui a quand même une petite histoire en Coupe du Monde et qui est une équipe qui se représente assez pour certaines éditions. Mais le Panama, j'ai choisi parce que c'est pas une équipe qui a l'habitude de participer à la Coupe du Monde et on sait la pression que ça peut représenter pour certains pays tels quels de devoir assumer une première édition, donc c'est pour ça que j'ai choisi. Et après l'Australie, je les ai pris, pourquoi? Parce que l'équipe me semble pas assez dans le pot et dans le P2 c'est abordable, et c'est peut-être pas l'Australie aussi d'antan qu'on a connu avec des Viduka, rituels aussi forcément Viduka, tout ça, et toi Sacha, le meilleur tirage selon toi pour nos Diables Rouges, ce serait aussi l'Australie, là vous êtes tous d'accord? Bon, on espère, on croise les doigts, et puis tu as 2 autres équipes qui n'ont pas été citées. Est-ce que tu veux que je te les cite? Alors, si je pensais qu'il avait cité le Panama, mais visiblement ce n'est pas le cas. Tu as l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, absolument. J'ai fait un groupe très rugby. Non, j'ai fait un groupe très rugby. Donc je crois que c'est Nouvelle-Zélande, Australie et Afrique du Sud. Par contre, si c'est le rugby, par contre, clairement, on n'est pas chaud de l'avoir. Non. En foot, là, ça va. Oui, mais c'est pas leur sport, les copains. Donc à un moment donné, le seul sport où, par exemple, il y a eu des grandes équipes. Oui, il y a eu effectivement une Coupe du Monde 2010 avec énormément de là. Mais la vérité, c'est que c'était chez eux. C'était chez eux en plus de ça. Non, mais la vérité, c'est que c'est 3 équipes qui sont vraiment très très faibles et qu'à mon avis, si on arrive à choper ce groupe-là, on aura le cul bordé de nouilles. Oui, c'est ça. On peut le dire clairement. La réalité, c'est que évidemment que la Belgique aura une pression différente parce qu'elle sera soumise à un jeu de possession. Donc encore une fois, important d'avoir des joueurs de personnalité, d'expérience pour pouvoir gérer ces moments-là, parce qu'elle sera attendue dans un rôle beaucoup plus offensif que dans les autres rencontres. Mais la vérité, c'est que franchement, c'est comme si on comparait une équipe, par exemple, du Sporting d'Anderlecht face à une équipe de Division 2 type Olympique Charleroi. Normalement, ça fait pas match. Bien sûr, on les embrasse aussi, l'Olympique Charleroi. Mais alors, ils sont en train pour le moment d'expliquer à des enfants comment va se passer le tirage au sort, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué cette année. Avec 48 équipes, on le rappelle. Juste rapidement, tu l'as un peu évoqué, Nathan, avec le Cap-Vert, mais est-ce que vous préférez quand même un tirage où vraiment les 3 équipes sont considérées comme beaucoup plus faibles que la Belgique
Et alors on passe peut-être facilement, on l'espère, et puis on se retrouve potentiellement face à des équipes dont on a réellement peur, ou vous préférez quand même avoir une bonne équipe dans ce groupe pour jauger un peu le niveau de la Belgique et pour les préparer peut-être aux phases finales après? C'est l'idéal. C'est l'idéal, avoir une équipe vraiment où on sent que la Belgique est prête à aller passer l'étape, qui nous donnerait des assurances, qui nous permettrait aussi de savoir un peu où est-ce qu'on va avec le niveau collectif de cette équipe menée par Rudy Garcia. Et à partir de ce moment-là, on pourrait peut-être avoir un peu plus de certitude, parce que c'est ce qu'on recherche. Et je l'ai dit dans les dernières émissions, aujourd'hui, l'équipe fondamentalement n'a pas progressé sur Rudy Garcia. Si elle ne progresse pas durant les campagnes qualificatives, on attend au moins qu'on voit du progrès dans des matchs importants, dans des matchs officiels. Donc oui, un bel entre-deux, ce serait sympa. Tu vois, tout à l'heure, il choisissait le Cap-Vert. Nathan, je trouve que c'est une bonne idée, quoi. Ouais, c'était un peu la raison pour laquelle tu mettais cette équipe aussi. Parce que avoir quelque chose de trop facile, d'autant plus je suis totalement en accord avec Sadi, hein, il n'y a pas eu d'énorme amélioration en tant qu'équipe, en tant que telle, pour l'équipe nationale. Donc il faut en tout cas un test jaugeur lors de la phase de groupe. Jean-Marc. Alors, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais d'abord, on va avoir quand même un premier test, c'est qu'on va faire un stage aux États-Unis où on joue le Mexique et les États-Unis. Ce sera peut-être au mois de mars. Ce sera peut-être une manière de voir où on en est. Et moi, je suis pour un groupe qui est impossible, mais Canada, Croatie, Maroc. Donc, de ce type-là. Comme en 2022, où on s'est fait sortir tout de suite. Les trois sont dans le même groupe. Non, mais parce qu'on n'a pas été à niveau, parce qu'on n'était pas à niveau. Donc, je veux voir, effectivement, une équipe qui n'est pas capable de répondre à différents styles de jeu. Ouais. Parce qu'on ne sait pas contre qui on peut tomber au tour. Donc, oui, c'est pour mieux les préparer de toute manière. Le groupe que vous m'avez demandé, là, c'était presque pour rigoler. Moi, je veux un vrai groupe costaud. Bon on va surveiller ça, je le rappelle, cette cérémonie elle est toujours en cours pour le moment, aucune boule n'a été retirée après les trois de base qu'on connaissait, qui sont le Mexique, le Canada et les États-Unis. Ces quatre grands sportifs américains qui vont tirer ces boules, notamment Tom Brady et Shaquille O'Neal. Ça fait très football, ça sent énormément le football, ça va être chouette, ça s'annonce très bien, avec notamment des grandes annonces d'un certain monsieur Infantino. C'est les États-Unis. Non mais c'est bien, c'est génial, le headline de 7h30, c'est on va avoir un super show comme au Super Bowl à la mi-temps. C'est ça, c'est génial. Mais ça c'est les États-Unis, on le savait. Foot. Et on rappelle quand même aussi que c'est États-Unis, Canada et Mexique, parce que c'est vrai que le début de la cérémonie, on voyait la Coupe du Monde avec un énorme drapeau américain, voilà. Donald Trump qui est félicité pour son action pour la paix dans le monde. Donc on rappelle, effectivement, ces trois pays, c'est bien. Sauf s'il y a des gens envahis et le Mexique et le Canada. Et du sud-été, franchement, c'est une grande ambition coloniale, ça, c'est quand même pas mal. C'est vrai que je rappelle, c'est difficile de parler de football sans parler de politique. On l'a un peu fait quand même. Mais restez bien avec nous dans un instant. On espère découvrir au moins un premier adversaire déjà pour nos Diables Rouges. En tout cas, les premières boules vont être tirées par ces quatre grands sportifs américains. On le disait, restez bien sur LN24. Je le rappelle, les plus belles analyses, en tout cas, des images qui sont au final pas très intéressantes. Ça se passe sur LN24. À tout de suite. Et salut à toutes et à tous, bonsoir aussi à ceux qui nous rejoignent. Je le rappelle pour cette analyse ultra qualitative de ce tirage au sort pour la Coupe du Monde 2026 qui a lieu donc aux États-Unis, au Canada et au Mexique. On attend toujours le premier adversaire au moins de nos Diables Rouges. Pour le moment, seules les boules des États-Unis, du Canada et du Mexique ont été tirées. Mais restez bien avec nous, on va analyser tout ça avec Jean-Marc, Sacha et Nathan. On va, avant de passer aux biscottes, parce que vos biscottes l'une d'entre elles est en tout cas un peu en lien avec cette cérémonie qui dure. Honnêtement, déjà des cérémonies de la FIFA, ça dure. Mais là, on a une Coupe du Monde qui est encore plus grande. Des plombes. Ça dure des plombes, effectivement. Ça dure des plombes. Donc restez ici, au moins on s'amuse. C'est pire que l'Eurovision. Au moins, la Belgique participe, on s'amuse. Ça, c'est bien. Non, rapidement, avant de passer aux biscottes, peut-être... alors, vous allez tous me dire la même chose, j'ai l'impression, mais le grand favori, selon vous, de cette Coupe du Monde 2026, vous diriez quoi, Nathan? Alors, je vais pas spoiler tout le monde, mais tout le monde va dire la même chose. Ouais. Ça commence par S, ça finit par Pagne. Le grand favori, c'est l'Espagne. Vraiment ? C'est l'Espagne, ouais. Et je pense que c'est l'équipe la plus complète à l'heure actuelle en sélection nationale. Tu as un milieu qui est injouable. Devant, tu as peut-être le meilleur joueur du monde avec Lamine Yamal. Maintenant, j'admets un petit bémol au niveau de leur défense. C'est ça que j'allais dire, défensivement. Défensivement, c'est une défense assez jeune. Mais je pense que collectivement parlant, c'est l'équipe la plus forte en tout cas.
Oui, en fait, effectivement, l'Espagne, j'ai pas envie de me répéter, donc je vais peut-être parler d'un autre favori, parce que je pense que cette Argentine-là est capable d'aller créer quelque chose qu'on a plus fait. Ou sans Messi. Avec ou sans Messi. C'est sûr et certain que Messi sera là. Et on est encore. Pour jouer tous les matchs. Il a joué à l'Inter Miami. Jouer tous les matchs. Toute la saison pour se préparer en vue de la Coupe du Monde. C'est une star. Il arrive aux États-Unis, dans un pays qui n'est pas sud-américain, mais quand même dans la zone continentale de l'Amérique. Aujourd'hui, dans le pays où il joue. C'est impossible de ne pas jouer sans Messi. Et puis collectivement, la vérité, c'est qu'il est indispensable. Toi, tu vois en deuxième favori aujourd'hui, tu vois l'Argentine. Mais j'ai envie. Alors, le deuxième favori, dis bien deuxième favori, parce qu'on est d'accord. Pour moi, mon favori, c'est l'Espagne. Non, parce que je veux pas qu'on me fasse dire ce que je n'ai pas dit dans cette émission. Je vais dire directement, c'est plus facile, vous avez tous dit l'Espagne. Voilà. Honnêtement, comme tous les instituts de statistiques, tout le monde dit l'Espagne, effectivement, aujourd'hui. Et mais toi, en deuxième favori, c'est plus intéressant, tu vois l'Argentine. Tout à l'heure, on a pris des arguments qui, pour moi, étaient hyper importants. On parlait notamment de cette capacité à savoir s'adapter au continent américain, etc. En plus, si on allie l'expérience, la qualité individuelle, bien évidemment, et ce titre quand même de 2022 qui va les drainer pour essayer de réaliser l'exploit qui n'a plus été réalisé. On parlait d'équipe de caractère aussi, l'Argentine ça l'est. Potentiellement, pour moi, c'est pas dénué de sens que de donner une grande chance à l'Argentine. C'est intéressant de le dire. Vraiment. Jean-Marc. Tu veux que je dise autre chose que l'Espagne? Non, mais tu peux croire au Brésil d'Ancelotti. Mais c'est juste, Jean-Marc, il y a quand même eu des Coupes du Monde où on se disait il y avait peut-être 2, 3, 4 favoris. Là, c'est vrai que c'est rare que tout le monde me dise la même chose. Ça va être l'Espagne, c'est sûr. Ça va être l'Espagne. Donc, toi, tu vois, finale de cette Coupe du Monde 2026, l'Espagne n'a pas. D'expérience, il y a des Coupes du Monde où une équipe favorite marche sur la Coupe du Monde. Ça a été le cas avec l'Argentine de Maradona. Ça a été le cas avec le Brésil aussi. Donc, ce sont des équipes qui ont dit oui, à un moment donné, ça va pas aller. Et puis, ils le font quand même. Donc, je pense que l'Espagne va aller au bout. Et la défense, c'est même pas un problème. Si tu marques plus que tu n'encaisses, ça change pas grand-chose. Donc je pense que l'Espagne est aujourd'hui hyper favorite et sera donc l'équipe à battre. Le Brésil qui vient d'être tiré. En précisant effectivement que le Brésil vient d'être tiré dans le groupe C, le Brésil, ça reste normalement... c'est le pays du football. Normalement, chaque Coupe du Monde, malgré le fait que... Même si la dernière c'était en 2002, on le disait. Mais chaque Coupe du Monde, malgré le fait qu'ils n'ont plus l'effectif peut-être pour gagner le trophée, on est quand même obligé de les mentionner parce que c'est le pays du football, comme tu as dit. En plus, toi, tu te disais justement, parce que je vous demanderai plus tard vos joueurs à suivre, mais on va faire ça un peu dans le désordre aujourd'hui. Je rappelle, c'est une émission spéciale en direct. Toi, le joueur à suivre, en tout cas de cette Coupe du Monde, le joueur peut-être qui t'excite le plus pour cette Coupe du Monde 2026, c'est un Brésilien en plus. Bah ouais, Estevao. Je sais que beaucoup diront que Chelsea, tout ça. Mais il va démarrer titulaire, tu penses? En l'occurrence, lors des derniers matchs de la sélection brésilienne, il a démarré titulaire et il a même déjà pris des responsabilités, à savoir qu'il prend des pénaltys, il tire les corners. Donc, je pense que son rôle va de plus en plus grandir et le trophée du meilleur jeune de la Coupe du Monde lui est déjà assuré, selon moi. Déjà assuré. Ça, je l'annonce. C'est vrai qu'on a parlé du talent d'Estevao quand même sur ce plateau après son récital face au Barça. C'est vrai que c'est un joueur aussi dans une Coupe du Monde. Alors la Belgique vient de tomber. Est-ce qu'on peut me préciser dans l'oreillette le groupe exact dans lequel la Belgique est tombée, parce que honnêtement j'ai du mal à... Alors c'est le groupe G, c'est le groupe G, Belgique la en groupe G, comme gagné. Belgique en groupe G comme gagné, effectivement, comme plein d'autres choses, comme goal aussi. On parce qu'on parlait du Brésil justement avec Estevao. Donc la Belgique est bien dans le groupe G. On vous donnera bien sûr l'équipe qui se retrouvera comme Garcia. Bravo. Je te serre la main. C'est bien parti. Bravo. On a plein de signes. Il est en forme, Gianmarco. Donc bien sûr on vous donnera le premier adversaire qui tombera pour la Belgique dans ce groupe G. Revenons, on en était au Brésil, un Estevao aussi. C'est vrai que c'est le genre de compétition qui peut clairement dire à tout le monde ok, je suis potentiellement le meilleur joueur dans les années à venir. Oui, mais bien souvent aussi dans ce genre de très grandes compétitions, les plus belles du monde selon moi, on a en fait ce qu'on appelle des effets feu de paille, des joueurs de tournoi. Le fameux joueur de 7 matchs, comme diraient les Anglais. Ça arrive aussi. Oui, mais là, il est déjà en train de monter à la terre entière qu'il a du talent. Pas de problème, mais excuse-moi, mais James Rodriguez, quand il était à l'AS Monaco, il avait fait une excellente saison avant d'arriver du côté du Real Madrid. Donc il avait fait une Coupe du Monde absolument incroyable avec la Colombie, avec un but absolument stratosphérique. Derrière,
ça a fait pchit. Ouais, donc c'est pas nécessairement un gage de réalité. J'irai un peu à l'encontre de ce que tu dis, parce que quand tu regardes le palmarès des meilleurs jeunes de la Coupe du Monde ces dernières éditions, à chaque fois, le vainqueur a quand même fait une carrière assez intéressante. Hein. Le dernier, par exemple, c'est Enzo Fernandez. Aujourd'hui, quand tu vois sa trajectoire à Chelsea, c'est pas mal. Ouais. Un des joueurs les plus chers de l'histoire aussi. Des qualités collectives. Ouais. Je vais passer au biscotte parce que c'est en lien justement avec un des gros qui est tombé parce qu'il y a plusieurs gros quand même qu'on n'a pas cités dans cette émission encore qui sont normalement des équipes favorites dans les Coupes du Monde. Il y a eu l'Allemagne qui a été tirée, il y a la France aussi et la France on va justement en parler. On passe tout de suite au biscotte. Sacha, je vais commencer avec toi. C'est une mini parenthèse qu'on fait dans ce tirage au sort parce qu'effectivement ça concerne la France et son entraîneur. Didier Deschamps, carton rouge, toi, le carton rouge à Didier Deschamps, avoir des joueurs exceptionnels individuellement ne te dispense pas d'avoir un bon football. C'est comme ça. Alors est-ce qu'individuellement aujourd'hui il pourrait nous proposer champion du monde et finaliste? C'est son chant du cygne, Jean-Marc, c'est son chant du cygne, c'est la fin pour Didier Deschamps. Il doit impérativement nous proposer quelque chose d'autre avec ce collectif. On veut voir du football, on veut voir des prises de risque, on va voir un vrai numéro 10 dans cette équipe de France, à la Ryan Cherki qui brille du côté de Manchester City. Didier Deschamps, c'est le moment, fais-nous plaisir, donne-nous quelque chose. On veut avoir le plaisir de voir une belle équipe de France jouer parce qu'on veut prouver aussi que cette équipe de France aujourd'hui, elle peut se réveiller d'un cauchemar qui était celui de 1982 avec une belle équipe qui n'avait jamais gagné, terrassée par l'Allemagne d'un certain Schumacher, mais elle est également capable, et Rummenigge, et elle est également capable de gagner comme en 2018 avec un football qui soit un football chatoyant et beau à voir. Voilà, parce qu'il y a des qualités exceptionnelles et ce serait pour moi un vrai gâchis. Il a dit 2018 ? Non, football chatoyant, ça ne va pas avec 2018. Ça, c'est pas 2018. Ça ne va pas avec 2018. C'est ce que j'ai dit. Le comparatif entre 82 perdant magnifique et 2018 gagnant dégueulasse. Jean-Marc, on va faire les biscottes rapidement parce que effectivement, on va avoir les autres équipes qui vont arriver dans les groupes. C'est pour le monsieur qui a fait du stand-up. Oui, le carton rouge, tu peux y aller. Infantino. Ouais, vraiment. Donc, c'était très gênant. USA, c'est ça qui on était à 32 équipes en 2022, on est donc à 48 cette fois-ci. Moi, j'appelle ça un peu l'école des fans. Je pense qu'on va s'emmerder royalement au premier tour. Tout le monde va être à peu près qualifié, on va éliminer les vraiment les petites équipes. Et le monsieur a une idée. C'est de faire ça à... J'ai noté 64. Combien 64, c'est ça. 64 en 2030. Donc j'ai calculé, ça veut dire 88 ça en 2034. Excuse-moi, mais Luxembourg-Lituanie au premier tour, moi j'ai pas envie. Je suis bien d'accord avec toi. Et sinon, arrêtons les qualifications, faisons directement la Coupe du Monde avec tous les pays du monde. Ça sera plus facile. Stop. Nathan, on fait une mini parenthèse avant de marquer une courte pause pour voir la suite de ce tirage au sort. Ça concerne une compétition qui arrive. Bah oui, parce qu'il faut pas oublier qu'avant la Coupe du Monde, il y a une autre compétition continentale qui va avoir lieu dans quelques semaines. Et c'est un peu lié, ma biscotte, ma carte rouge, un peu lié triple carton rouge. À Infantino et au club européen qui, cette semaine, ont décidé de retarder la libération, d'une semaine, la libération des joueurs libérés qui jouent dans les clubs européens pour la compétition de la CAN, et ça a été fait dans le dos de la Confédération africaine. Donc voilà, carte rouge pour à la fois la Confédération africaine parce que ce sont les premiers à donner leur voix à Gianni Infantino et autres, mais aussi à Infantino. Je suis tout à fait d'accord. C'est un manque de respect total. C'est un manque de respect total. C'est comme si c'était une sous-compétition, alors que l'on sait que l'Afrique est en train... On parlait du Maroc tout à l'heure. Et ils n'auraient jamais fait ça pour la Coupe du Monde, pour l'Euro, alors que la CAN, justement, c'est au niveau classe, c'est une compétition extrêmement intéressante à suivre. Il y a des grands joueurs aussi, on le rappelle. Donc suivez bien la Coupe d'Afrique des Nations avant cette Coupe du Monde qui arrive en 2026. Ça me fait plaisir d'avoir 3 cartons rouges. Je crois que c'est la première fois dans Football Total. Il fallait qu'on attende d'être en direct dans cette émission exceptionnelle sur le tirage de la Coupe du Monde 2026. Et cette émission exceptionnelle qui continue. Dans un instant, restez bien avec nous. On va découvrir les autres adversaires, les adversaires tout court d'ailleurs des Diables Rouges, qui sont, je le rappelle, dans le groupe G. Restez bien sur les M24, à tout de suite.
Et vous êtes de retour dans Football Total, un Football Total, on le rappelle, exceptionnel, en direct, spécial tirage de cette Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Pour le moment, ils sont en train justement de tirer le pot 2, donc les adversaires potentiels. Il y en aura un pour nos Diables Rouges qui sont, je le rappelle, dans le groupe G. On aura le temps forcément d'analyser tout ça aussi en plateau et c'est ça qui est intéressant. Alors les images, forcément, vous pouvez les voir sur une autre chaîne, mais ici on analyse vraiment ce qu'il va tomber. Je voudrais quand même revenir sur un adversaire en particulier parce que c'est vrai qu'on a parlé de grandes équipes comme la France, comme le Brésil. Alors là, il y a une équipe qui vient de tomber dans le groupe du Canada. Est-ce qu'on peut me le dire à l'oreillette directement? Essayez de me le dire dès que ça tombe. C'est bien la Suisse qui tombe dans le groupe du Canada. Donc je le répète juste à la régie, si vous pouvez me donner directement les équipes qui tombent dans les groupes. Il y a une nation effectivement qu'on n'a pas encore citée, c'est l'Angleterre, parce que l'Angleterre elle a fait un parcours de qualification totalement parfait, justement. Alors je sais que l'Angleterre, on le cite toujours comme les favoris d'une Coupe du Monde, et finalement ça déçoit. Je rappelle le dernier trophée, cette dernière Coupe du Monde en 1966, ça remonte un peu. On était tous panés, même Jean-Marc, je pense. Ah non, je suis de novembre, donc non. T'as vu, hein, je connais ton âge par cœur. L'adversaire, alors là, il y a un adversaire qui vient de tomber dans le groupe du Brésil, dans le groupe C, c'est le Maroc. Là, Brésil-Maroc, ça donne envie. C'est le match de Marquinhos. Il est là le match de Marquinhos. Par contre, ouf parce que la Belgique n'aura pas le Maroc. Hein. Ah, ça c'est une super nouvelle. Ça c'est important. Franchement, c'est une super nouvelle. Mais par contre, c'est une affiche qui donne déjà très très envie, même si on a combien d'équipes encore, j'ai déjà oublié. Ça va être incroyable. Franchement, c'est vrai que ça donne envie. Très belle affiche, très belle affiche. Je reviens. Alors, ça va aller un peu dans tous les sens. Je vous préviens. Il y a des équipes qui vont tomber dans des groupes. Nathan, toi qui connais bien la Première Ligue, qui connais bien l'Angleterre, l'Australie vient de tomber, on l'aura pas non plus. L'Australie, on l'aura pas non plus, qui tombe dans le groupe des États-Unis. Voilà, Australie-États-Unis, ça donne déjà un peu moins envie, mais c'est effectivement un adversaire qu'on n'aura pas pour les Diables Rouges. Rapidement, Nathan, sur l'Angleterre, est-ce que cette année, tu as envie de dire, allez, c'est peut-être la bonne? Moi, je pense que ça peut être la bonne parce qu'ils ont, pour moi, le meilleur coach en phase éliminatoire. Thomas Tuchel est très difficilement prenable dans ce genre de configuration. Et enfin, j'ai l'impression qu'il a trouvé la bonne solution parce que souvent, l'Angleterre a un vivier énorme comme en France. Et donc, ils avaient tendance à essayer d'empiler les meilleurs joueurs sur le terrain. Et là, enfin, il a un peu trouvé la bonne structure, à savoir avoir un groupe homogène avec une ou deux stars maximum sur le terrain, et je pense que ça peut fonctionner. Ouais. Équateur qui tombe dans le groupe de l'Allemagne, donc on n'aura pas l'Équateur non plus. Très belle, ça c'est une très belle affiche aussi. Ouais. Mais je rappelle, il reste quand même des grosses équipes aussi dans le pot 2, hein, donc on va voir ce qui tombe pour la Belgique. Dès qu'on connaîtra l'adversaire de la Belgique, en tout cas du pot 2, on va directement le commenter, l'analyser, voir ce qui est possible. Le Japon qui vient de tomber dans le groupe des Pays-Bas aussi. Le Japon, donc on l'aura pas fait bordel. C'est peut-être mais c'est peut-être une équipe qu'on aurait aimé peut-être le Japon aussi. Non, il y a quand même des petits joueurs intéressants. Entre Keito Nakamura, Junya Ito, des joueurs japonais, Minamino évidemment du côté de l'AS Monaco. Enfin, il y a énormément de qualité. Les joueurs japonais, c'est vraiment incroyable. Et c'est en plus de ça un championnat qui s'améliore. Donc c'est vraiment donné à grandir de plus en plus. Le Japon, c'est vraiment très très fort. Hein. Alors, et je peux vous dire l'adversaire de la Belgique, le premier adversaire, ce sera l'Iran. Non, l'Iran dans le groupe de la Belgique. Incroyable. Ça commence bien. Le cul bordel. Non mais attention, l'Iran c'est pas facile en Coupe du Monde. Hein. Non, ça va pas commencer quand même. C'est sûr. Leur meilleur joueur il joue à Denders. Il vient d'arriver dans un quart de transfert gratuit. Attends, pourquoi tu penses que on vient d'éviter le Maroc, on vient d'éviter. Attention, c'est pas difficile. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas partir avec un esprit. Et je rappelle juste un à la fois parce que les micros sinon crient dans les oreilles de nos téléspectateurs et autant qu'ils restent avec nous sur les 24. Nathan. Non, mais faut pas être certain de la victoire face à une telle équipe, d'autant plus que l'Iran a l'habitude de jouer des phases finales de Coupe du Monde et a souvent des joueurs assez intéressants. Donc effectivement, c'est beaucoup mieux de tomber sur l'Iran que sur le Sénégal ou une autre équipe, mais ça sera pas non plus. Ce sera pas non plus aisé. Là, on a l'Uruguay qui vient de tomber dans le groupe de l'Espagne. Quand même, un gros groupe de nouveau. Mais rapidement, il faut savoir qu'on n'aura que le calendrier demain. Oui, ce sera demain, effectivement. Donc on ne sait pas si on débute la Coupe du Monde contre l'Iran, par exemple. Mais Jean-Marc et Sacha, une réaction quand même sur ce qui nous intéresse le plus. Hein, c'est quand même notre groupe à nous avec la Belgique. L'Iran, on est content. Oui, franchement, c'est... Iran du pot numéro 2, on rappelle. Honnêtement, le meilleur joueur, c'est Mehdi Taremi, qui était un réserviste de l'Inter et qui ne jouait quasiment Seulement jamais. 6 participations à des Coupes du Monde dans l'histoire, l'Iran. Voilà, et qui aujourd'hui a de la peine à se relancer dans un autre club. Donc c'est très compliqué de ne vraiment pas être heureux quand on voit l'Iran, quand on voyait les possibilités. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement l'Australie,
Et puis il y avait l'Iran, et donc là le fait d'avoir effectivement cette nation qui sera, encore une fois on le dit, une petite nation qui va jouer avec ses qualités, avec cette capacité aussi défensive à vraiment rester groupir, comme on dit, hein, la fameuse stratégie de la tortue, c'est eux qui vont l'utiliser face au diable, mais c'est quelque part aussi, franchement, un petit peu miraculeux aussi de tomber sur l'Iran. Tu vois ce qu'il y avait dans le pot. Sénégal qui est tombé dans le groupe de la France aussi, c'est une belle affiche. C'est une belle affiche. Ça va être chaud. Il y a beaucoup de franco-sénégalais. Qu'est-ce que je t'aime. Qu'est-ce que je t'aime. Quand on voit ce qu'il y avait dans ce pot 2. L'Autriche qui est tombée dans le groupe de l'Argentine aussi, comme ça vous avez quelques infos. On se retrouve avec l'Iran. On n'a vraiment pas à se plaindre. Si Garcia a amené sa patte de lapin, la fameuse celle de Guy Thys, eh bien, on est bien parti. On va avoir un groupe accessible. Après, ce qu'on veut, c'est grandir dans le tournoi. Et ce qu'on veut, c'est surtout pas la Norvège en pot 3. Et puis Jean-Marc, on le répète, on a quand même besoin de Diables Rouges qui en veulent aussi, hein, parce que ça a parfois faire le jeu. Ça a parfois fait défaut. Oui, il va falloir faire le jeu. Et puis l'Iran, elles vont vouloir aussi. Hein. Faudra pas prendre ce match à la légère aussi. On en revient à ce qu'on a dit à d'autres émissions. Pris pour que quelqu'un comme Kevin De Bruyne soit à son niveau pour la phase finale. Colombie qui tombe dans le groupe du Portugal aussi. C'est beau ça. On va continuer sur les Diables, mais en tout cas on a de belles affiches dans les autres groupes. Ouais. Pour l'instant, nous on est contents avec l'Iran, mais honnêtement pour quand même revenir sur cette confrontation, normalement, alors on verra effectivement quelle confrontation tombe d'abord, mais normalement dans un groupe avec 4 équipes, c'est censé être notre victoire assurée. On verra le pot 4 aussi. Le pot 3, il y a encore des équipes qui peuvent nous faire mal. On va surveiller tout ça. Il faut éviter la Norvège. Ouais. Mais oui, la Norvège en particulier. Mais Nathan, c'est vrai que les 3 points, il faut les prendre contre l'Iran d'office. Il faut les prendre, mais ce qu'a dit Jean-Marc est réel. Tu devras faire le jeu, et actuellement, on a énormément de difficultés à faire le jeu face à des équipes très regroupées. Donc, ça sera très intéressant de voir comment on va continuer. Et on a Croatie-Angleterre aussi. Comme ça, on a le chapeau 2 pour l'Angleterre. Mais honnêtement, je pense pas qu'on soit limité à De Bruyne pour créer le jeu des Diables Rouges, et on ne doit pas le faire. Il y a des joueurs qui, par exemple, sur le dernier rassemblement, m'ont vraiment intéressé et qui devraient, pour moi, aussi monter en puissance dans ce type de tournoi. C'est par exemple Alexis Salemakers. Je pense que Alexis Salemakers, dans sa créativité, c'est un joueur qui peut vraiment interpréter un rôle de créateur. Ça peut être un des joueurs surprises, hein, Alexis Salemakers, parce qu'il a beaucoup été sous-coté pendant très longtemps. Je trouve qu'enfin, on le voit à sa juste valeur, on analyse ses performances à leur juste valeur. Ça peut être un joueur surprise. Oui, mais je pense parce qu'il a aussi eu du mal à trouver son réel poste. Est-ce que c'était un arrière droit? Est-ce que c'était un ailier droit? Est-ce que c'est un piston? Et là, petit à petit, dans la créativité, je suis assez d'accord par rapport à ce que tu dis, mais je pense que ça peut surtout être un décapsuleur dans les petits espaces, faire la petite différence. Oui, et surtout, c'est aussi le vrai problème, c'est qu'après De Bruyne, dans cette position numéro 10, on a des joueurs mais qui n'ont pas la créativité de jeu d'un vrai numéro 10. Et quelque part, Kevin De Bruyne est quelque part le dernier numéro 10 à l'ancienne qui peut exister. Oui. Il y a eu Javier Pastore à l'époque, etc., Giovanni Lo Celso, etc. Ces profils-là n'existent plus fondamentalement, il est très très rare. Donc forcément, on va s'appuyer sur lui. Mais il va falloir trouver des alternatives, Jean-Marc. Et ces alternatives, elles passent par des ailiers qui doivent à un moment donné aussi montrer leur force. J'ai juste une autre info, la Belgique jouera à Los Angeles, à Seattle et à Vancouver. À Los Angeles, à Seattle et à Vancouver. Donc Los Angeles, Seattle, Vancouver, il y a des déplacements quand même en Los Angeles. Il n'y a pas de décalage horaire. Il n'y a pas de décalage horaire, je pense, effectivement, ce qui est pas mal. Il y a quand même un gap entre Seattle, Vancouver et Los Angeles. Je pense un peu à eux. Los Angeles, Vancouver, c'est plutôt bien. Seattle, j'avoue que je connais. Seattle, c'est un peu moins. Bon, voilà. Il y a quand même un long déplacement jusqu'à Los Angeles. On le rappelle que les kilométrages ne sont pas pareils entre les Ardennes et Bruxelles et entre Los Angeles et Seattle. On a joué une Coupe du Monde au Brésil, je te rappelle. Oui, c'est vrai, effectivement. Là, ils sont en train de petit à petit, en tout cas d'annoncer les différentes équipes du pot 3. Donc le pot 3 va être tiré dans un instant. Je pense que c'est le bon moment pour faire une petite pause dans cette émission. On rappelle que le premier adversaire de nos Diables Rouges, c'est donc l'Iran. On est plutôt très bien tombé honnêtement, vu les grosses affiches qu'il y a dans d'autres groupes qui donnent très envie aussi. Mais restez bien avec nous sur LN24. On analyse aussi les prochains adversaires de nos Diables Rouges. Pour le moment, on a de la chance, on a la chatte à Dédé. Hein, Sacha. On avance. La chatte à RG, donc restez bien avec nous sur LN24. À tout de suite dans cette émission exceptionnelle et spéciale sur LN24 Football Total pour ce tirage au sort de la Coupe du Monde 2026. À tout de suite.
Alors c'est nous, on ne le sait pas encore, Jean-Marc, parce que on va surveiller ça. Donc vous êtes bien sur N24, mais les téléspectateurs qui nous regardent, on le rappelle, Jean-Marc, n'ont pas les images. Nous ici, on est dans les analyses justement de ce tirage et des adversaires de notre Diable Rouge. Votre magnifique visage. Peut-être c'est mieux, je n'en sais rien. Je ne suis pas, je ne peux pas juger de ça. Et donc on verra selon ton expression si le tirage est bon. Voilà. C'est ça. Regardez dans mes yeux si le tirage est bon. Pour l'instant, je suis plein sourire parce qu'on a l'Iran. Pour le moment, avec la Belgique, on va bien sûr surveiller ce qui nous attend. La Côte d'Ivoire. Alors la Côte d'Ivoire qui tombe, on ne sait pas pour qui encore. Alors c'est vrai qu'il faut le rappeler, on va avoir des matchs un peu plus chiants au début de cette Coupe du Monde. Il y a beaucoup de nations, tu le disais, Jean-Marc. Mais malgré tout, nous on a honnêtement finalement, moi je signe pour 3 petites équipes pour le groupe, je pense. Hein. Oui, bah, ce serait pas mal. Après, alors que ça va être exceptionnel. À vous écouter, on a envie de tirer la Norvège maintenant, du coup. Il faut une équipe un peu plus forte. Attention, on a aussi, rappelons-le, les fameux vainqueurs des barrages qui auront lieu en mars, où on aura vraiment une capacité d'adversaires intéressants comme l'Italie ou comme d'autres adversaires. Le Danemark, par exemple, peut être très intéressant également. On pourrait retrouver la Macédoine du Nord. Voilà, il y a l'Irlande qui est en grande difficulté. Si c'est la Macédoine du Nord, ça va être sympa. Non, mais 1-1, 0-0. Non, mais on s'en fout. Ça. Nous, ce qu'on veut, c'est tester nos diables. Aujourd'hui, la vérité, c'est qu'ils en ont besoin. Ils doivent à un moment donné être un peu piqués. Et ça peut être aussi intéressant d'avoir ce type d'adversaire-là, ou le Congo d'ailleurs, ça peut être très intéressant aussi. Ou le Congo, effectivement, mais c'est vrai qu'il faut surveiller ces barrages quand même, et il se peut que la Belgique ait effectivement un adversaire encore inconnu. À partir du moment où tu tires l'Iran maintenant, tu peux avoir un barragiste européen. On peut totalement, effectivement, on le rappelle, c'est le seul continent qui peut avoir 2 nations venant de ce continent. Et alors j'ai le deuxième adversaire, c'est l'Égypte. Ouais. Donc Mohamed Salah. On a Mohamed Salah. Ça va aller. Qui n'est plus Par contre, c'est un vrai adversaire. Non, mais moi je suis déçu parce que je voulais absolument le Congo, tu vois. Ce ne sera pas possible, c'est ça. Bon, Égypte, on est bien aussi, honnêtement, parce que avant on se disait Égypte, Mohamed Salah, avec le talent qu'il a, surtout l'année passée, on s'est dit ok non, mais Mohamed Salah n'est que l'ombre de lui-même cette année. Je crois que tous les fans de Premier League ou de Liverpool en attesteront. Pour l'instant, on est très bien. C'est 2 équipes habituées à la chaleur. Hein. Oui, de rien. Ça c'est vrai. Si on a vraiment envie de chercher des petits facteurs, mais après attention parce qu'on est quand même sur un calibre supérieur à l'Iran. L'Égypte c'est quand même une équipe qui a quand même par exemple une qui a grande gagné la CAN plusieurs fois d'ailleurs. En Coupe d'Afrique des Nations, voilà exactement, une équipe surtout qui durant ces matchs de Coupe d'Afrique des Nations s'est fait remarquer pour sa résilience. C'est-à-dire vraiment une équipe qui va aller au bout du bout dans des matchs très compliqués. Moi je serais pas étonné d'avoir un 0-0. Alors je ne vais pas vous donner un score exact directement, mais la vérité c'est que ce sera aussi de la bagarre. Et là, cette fois-ci, les milieux de terrain des Diables, ils vont devoir clairement mettre 2 fois des protections à leur tibia parce que ce sera vraiment un match d'hommes. Ça va aller tacler. Pour les supporters d'Anderlecht, c'est super parce que l'Égypte, ça fait penser à qui? Ahmed Hassan, qui est pour moi l'un des plus extraordinaire joueur de foot que l'on a vu. Après, sa génération correspond à la grande Égypte qui a enchaîné les 4. Et par contre, vu que l'éditeur de cette émission travaille parfaitement, on vient de me dire que la dernière confrontation contre l'Égypte, donc les Diables Rouges, c'était une défaite 2-1. 2-1, défaite 2-1 des Diables. Moi j'y étais, je me souviens, en 2022. En Égypte on a été très mauvais. En 2022. Match de 2022 on a joué. Ah oui. Non mais c'est intéressant. Là on a un adversaire qu'on attendait, qui est à notre portée, mais qui va nous mettre en difficulté. C'est quand même hyper intéressant pour se tester, de voir ce qu'on va faire contre l'Égypte, je trouve. Je suis content de ce début de groupe, Nico. Tu sais pourquoi? Parce que c'est des adversaires qu'on rencontre pas souvent. Traditionnellement, on se tape la Croatie, le Pays de Galles, enfin toujours les mêmes. Après Jean-Marc, si je me mets un peu en spectateur neutre, même si je ne le suis pas du tout, moi c'est juste qu'avoir un Belgique-Croatie ou un Belgique-Iran... Mais moi ça me plaît, c'est du neuf. Ça va nous obliger à regarder d'autres compétitions qu'on ne regarde jamais. Qui connaît l'équipe d'Iran ici? Personne. Donc ça va. Non, c'est bien. En 4 matchs face à l'Égypte, c'est 2 victoires, 2 défaites. Comme ça, vous avez les Diables Rouges. Pour le coup, j'avais adoré regarder l'Iran lors de la dernière Coupe du Monde. Et notamment, on se rappelle même en 2018, ils avaient fait une très bonne performance dans le groupe du Portugal de mémoire. Donc c'est une équipe qui ne lâche rien. Et c'est aussi une équipe qui va mettre la Belgique face à ses vrais problèmes. C'est difficile à l'entendre. J'ai l'impression honnêtement que là, je crois qu'on peut. J'étais content, j'ai sauté de joie quand on a eu l'Iran. On peut l'Iran. être très souriant quand même. Là, ce soir, on a l'Iran et l'Égypte. Pour l'instant, tu peux toucher tout le bois. Mais non, mais vous comprenez pas. C'est-à-dire que la pression, le sentiment de pression va s'inverser. La Belgique va avoir tout sur elle et il va falloir l'assumer, c'est tout. Parce que là, par exemple, je vous cite un autre groupe au hasard. Il y a France, Sénégal, Norvège. France, Sénégal, Norvège.
C'est excellent. Alan face à la défense française. Ah yes. Donc c'est vrai qu'il y a des groupes quand même. Pas de chat à Dédé. Ah non, ça fait plaisir. Donc France, C'est la Sénégal, fin de Norvège. l'équipe de France. Il y a aussi un Brésil, Maroc, Écosse. Enfin, il y a des groupes quand même. Après, quand je vois le France, Sénégal, Norvège, c'est là où je suis un peu déçu du fait que, voilà, maintenant, vu qu'on est à 40... Ah, t'avais envie de plus grosses rencontres pour les Diables? Vu qu'on est à 48, le meilleur troisième, enfin, les meilleurs troisièmes peuvent passer. Donc, allez, laisser un peu plus compliqué, même Je me rappelle, il y a les 16e de finale. Dans les groupes compliqués, donc ça, c'est dommage un peu. Donc c'est l'une des grands changements aussi de cette Coupe du Monde, c'est qu'on a des 16e de finale. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de troisièmes de groupes qui vont passer. Je rappelle qu'en 86, on est passé en tant que meilleur troisième. Oui. C'est vrai. Et on a quand même été en demi-finale. Battu par Diego Maradona. Bon. C'est vrai. Quand même, honnêtement, quand on regarde ces deux adversaires, je suis obligé, mais on a peut-être le retour d'un Lukaku aussi pour cette Coupe du Monde. Alors, moi j'aime beaucoup Lukaku. J'ai juste regardé justement pour préparer cette émission, bien sûr, notre parcours à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Ça m'a fait très mal. Ça m'a fait très mal, en particulier ce match face à la Croatie. Alors Lukaku, qui reste le meilleur buteur des Diables, qui a des statistiques hallucinantes avec la Belgique, mais là on parle d'un match de Coupe du Monde. Un match coup près où la Belgique devait gagner face à la Croatie, face à l'Iran, face à l'Égypte. On a un Romelu Lukaku qui va devoir prendre sa revanche sur cette dernière Coupe du Monde. Alors ça remonte un peu, c'était en 2022. Alors, je trouve que tu es je suis un peu dur, méchant avec Romelu Lukaku. Pas du tout. Parce qu'il faut remettre dans le contexte. Il était blessé. Jean-Marc. Il n'a pas joué les deux. Non mais attends, il n'a pas joué les deux premiers matchs. Et comme on ne parvenait pas à marquer, on s'est dit, on va mettre Lukaku, il va le faire. Et ce jour-là, pied carré, tête carrée, genou carré, il ne parvient pas en placer une. Mais mettre l'élimination sur le fait que Lukaku passe à côté... Ah bah si. Si. Ah si, excuse-moi, j'adore Lukaku. Si j'avais été Lukaku, moi j'aurais pas joué. Attends, juste Nathan. Tu n'aurais pas joué. Nathan, je te fais réagir aussi. Le but n'est pas du tout d'être méchant avec Lukaku, c'est un attaquant exceptionnel qui a marqué l'histoire des Diables Rouges, qui va continuer à la marquer. C'est quand même pas. Mais c'est juste sa carrière en équipe nationale, c'est quand même pas s'est loupé contre la Croatie. C'est notre dernière Coupe du Monde, on devait gagner ce match. On a Lukaku qui est l'un de nos plus grands joueurs qui monte et honnêtement, même blessé, les actions qu'il rate dans ce match, je veux dire, c'est pas pour rester sur cette Coupe du Monde 2022, on a envie de se tourner vers cette Coupe du Monde 2026 avec l'Iran et l'Égypte, mais là, Lukaku va devoir être présent, on en attend beaucoup. On en parle depuis des semaines. Oui. Quand il n'est pas là, on met qui ? On va mettre De Ketelaere, oui, mais il marque pas. On va mettre Ompenda, mais il s'est pas marqué non plus. Là où Jean-Marc a raison, c'est qu'aujourd'hui, il cristallise vraiment tout le problème des Diables Rouges. Tous les rencontres qu'on a vues sans lui ont posé le même problème. On n'est pas capable de faire des différences grâce à un moment donné, une forme d'impulsion et de leadership collectif. On manque de personnalité. Lui, il incarne cette personnalité quand il est au firmament de son talent. Donc, on peut tout à fait penser qu'il est indispensable. Nathan, sur je pense que, Lukaku. de toute façon, connaissant sa mentalité et ce qu'il affiche souvent, et on l'avait vu même après le match face à la Croatie, à quel point il était frustré, et je pense même qu'il avait cassé un bout de bois, il a pété de banc de touche. Je pense que lui-même aura à cœur de montrer, d'être revanchard en tout cas. C'est peut-être son dernier tournoi. Et là, c'est sûrement même son dernier tournoi. Et là, c'est des bons adversaires aussi, on l'espère, pour redonner confiance à Romelu Lukaku en compétition officielle. En espérant qu'effectivement sa blessure maintenant ne soit qu'un mauvais souvenir, il devrait revenir dans les prochaines semaines selon mes informations. Donc c'est bien d'avoir un Romelu Lukaku qui va arriver en ayant eu la capacité de faire une belle revalidation, revenir aussi dans un championnat d'Italie qui sera quand même serré, sur lequel forcément toute l'équipe de Naples va compter, pour ensuite faire le fameux saut de qualité, d'arriver vraiment en marquant peut-être un but contre l'Égypte, un but contre l'Iran, et tout de suite se lancer, quoi. Non, franchement, c'est vraiment très très positif ce qui est en train de se passer pour la Belgique. Sacha, le pot 4 va bientôt être tiré, donc on connaîtra notre dernier adversaire, sauf si c'est un des barragistes, on le rappelle. Je vais passer à ton scoop dans un instant, parce que ça concerne aussi un attaquant des Diables Rouges qui n'a plus été appelé depuis longtemps, mais on pourrait se poser peut-être la question de sa présence ou non à la Coupe du Monde, si jamais Lukaku est toujours embêté par les blessures. Mais Jean-Marc, avant de passer à ce scoop, je le répète pour nos téléspectateurs, donc nos deux adversaires, c'est l'Iran et l'Égypte. Est-ce que ça te fait plaisir à toi de te dire qu'on va avoir potentiellement un des groupes les plus faibles de cette compétition, On va pas se mentir, je crois qu'on a vu les autres groupes, il y a du très lourd. Donc on va potentiellement avoir l'un des groupes les plus faibles. Est-ce que, à nouveau, c'est bon pour nous ou pas, ou c'est très piégeux pour les Diables de se retrouver avec des équipes faibles? Et puis, c'est 16e, 8e, quart de finale. Pour l'instant, c'est la chatte à Dédé qui a été refilée à Rudy Garcia. Égypte, aucune victoire en 3 participations de Coupe du Monde. Tant mieux pour nous.
il n'est pas complètement idiot, Rudy Garcia. Il sait très bien que son groupe va être relativement faible, mais il va sans doute, enfin en tout cas j'espère, on joue contre le Mexique et les États-Unis, je rappelle, au mois de mars, il va faire 2 matchs amicaux avant cette Coupe du Monde. J'espère qu'il va avoir des adversaires de niveau, justement pour se jauger avant de se retrouver dans un groupe dit facile, parce qu'en Coupe du Monde, il n'y a pas vraiment de groupe facile. Et à ce moment-là, effectivement, la Belgique va pouvoir monter en puissance. Parce que il parlait tout à l'heure de l'Italie. Typiquement l'Italie, les premiers tours, l'Italie, c'est jamais terrible. Et puis, ils parviennent à monter en puissance. Ouais. Moi, je signe pour ça. Ouais. Si on pouvait avoir une sorte de version italienne de la Belgique, moi je signe. Hein. Après, on rappelle, l'Euro 2016, 2-0, victoire de l'Italie. C'était le premier match de groupe. Ouais. Nous étions en début juin. Et la Belgique s'est littéralement fait ramasser par l'Italie d'Antonio Conte. Ouais, effectivement. On va passer tout de suite, je le disais, au scoop de Sacha. Je le disais, hein, si l'adversaire des Diables tombe, on arrêtera ton scoop exceptionnellement, même si je ne me permettrai pas ça en général. Mais on passe au scoop de Sacha. J'ai un scoop pour vous. Alors Sacha, si on a décidé de mettre ton scoop dans cette émission, qui est une émission spéciale, hein, vous le voyez, il y a beaucoup de nos séquences habituelles qui ne sont pas présentes ce soir, c'est parce que ça concerne en fait un Diable Rouge qui n'a plus été appelé depuis longtemps, et il y a eu des rumeurs d'un potentiel retour en Europe de cet attaquant. Je te laisse citer son nom. Oui, je voulais faire un point sur l'information que j'avais donnée ces derniers jours, donc liée à Christian Benteke, et liée au fait que Christian Benteke était ouvert à l'idée de revenir en Jupiler Pro League, avec l'intention de tout simplement se remettre dans les radars de Rudy Garcia pour être considéré comme un attaquant qui pourrait faire partie du groupe. Pourquoi ? Parce que Rudy Garcia aime l'expérience, tout bonnement et simplement, et que Christian Benteke a fini quand même Golden Boot de Major League Soccer. Donc il croit en cette possibilité. Cette information a été démentie par le frère du joueur, je tiens à le dire. Il y a parlé de fake news. Elle a été démentie tout simplement parce que aujourd'hui il s'agit de contacts qui sont extrêmement frais. Et à titre personnel, j'ai notamment des témoins oculaires qui l'ont entendu le dire, et je pourrais le prouver, dans des endroits clairs de la région liégeoise, avec des gens qui sont des gens qui me l'ont témoigné. Donc j'ai des preuves qui sont des preuves humaines, qui vous pourront tout à fait, si un jour je suis en tribune, ou plutôt au tribunal pour ce qui serait une diffamation, venir tout simplement exprimer ma réalité et les preuves que j'ai de ça. Et il a même dit qu'effectivement ça pourrait se jouer entre Bruges et Anderlecht. Et Anderlecht, je vous le dis, et notamment son directeur sportif Olivier Renard, a des contacts depuis quelques années très proches avec son agent qui n'est autre que Kismet Eris. Donc voilà, je dis les choses. Donc tu maintiens tes informations, moi, toi. Je n'ai d'ailleurs pas supprimé mon tweet. Tu dis que ça pourrait se faire. Le frère qui a choisi effectivement de parler de ces deux clubs-là. Et rapidement, parce qu'après on finira avec le dernier adversaire. Éventuellement pour trouver une place. Et à Bruges, il va falloir Kenny Lisson. Après, et je vais quand même dire un truc, c'est quand même assez dingue la promotion que ça a pris. Rapidement, Sacha, parce qu'on va rester sur la cérémonie. À l'idée de revenir dans un championnat pour participer à une Coupe du Monde ne veut pas dire y signer. Je veux dire ça, à un moment donné, les gens doivent quand même comprendre un peu ce qui est écrit et comment c'est écrit dans la nuance des choses. Je peux aussi dire que Christian Benteke a un intérêt de Como et qu'il vient d'acheter une maison à Dubaï, donc il était un peu aussi dans l'oscillation liée à peut-être aller aussi du côté de Dubaï. Sauf qu'il n'y a aucune offre pour le moment et aucune possibilité, et c'est bien en Belgique pour le moment qu'il a des appels du pied. Voilà. Nathan, pour rester sur les Diables Rouges, parce que ça reste le sujet du jour, mais effectivement on parle de cette difficulté de trouver un remplaçant à Romelu Lukaku. Question simple, est-ce que si Christian Benteke revient potentiellement en Europe dès cet hiver, est-ce que penser à Benteke pour la Coupe du Monde, ce serait une bonne idée ? Ça paraît pas si fou. Maintenant, il faudra voir physiquement il sera dans quel état, parce que voilà, on sait que l'intensité de la MLS et les championnats européens, c'est pas la même chose. Et ça sera aussi en quelque sorte une belle revanche pour lui, parce qu'il manque quand même la Coupe du Monde. C'est 2014 ou 2018 qui manque à cause de sa blessure au tendon d'Achille, où on l'attendait, où il était en super forme. Ils ont pris Origi à la place, c'est vrai. Mais en tout cas, ça paraît pas si bête, parce que ce genre de profil, notamment face au type d'équipe contre lesquelles on va jouer, à savoir un attaquant grand qui est bon de la tête, etc., ça peut toujours être très intéressant. Jean-Marc, rapidement sur Benteke. Je crois que c'est mort. En équipe nationale, franchement, je crois que c'est mort. Et ce serait même un désaveu des autres attaquants. Désolé pour Christian, je pense que son temps est passé. Donc on n'y pense pas.
Moi, je pense que c'est une très bonne idée, déjà, de base, parce que c'est un joueur important, qu'il est très proche de certains lieutenants du groupe. Romy Overmars. Oui, bien sûr. Après, Benteke, ça reste un joueur d'expérience avec les Diables Rouges aussi. Est-ce qu'on en a besoin pour une Coupe du Monde? Rappelle que Christian Benteke n'a jamais fait de Coupe du Monde, et que peut-être qu'après cette saison-là, ça peut être intéressant. Non, mais et pourquoi irait-il chercher cette visibilité? Pourquoi pas y aller s'il va chercher cette fameuse visibilité? Tout se tient, en fait. Non, mais après, je suis quand même d'accord que c'est quand même critique de devoir parler d'un Benteke qui est loin de son prime pour encore revenir en sélection. C'est quand même rien contre lui, mais c'est passé. Sans vouloir lui manquer de respect, bien évidemment. On attend toujours le dernier adversaire du groupe des Diables Rouges. On le rappelle, les deux premiers, c'est donc c'est Kosovo, l'Iran. ça. Alors les gens ne voient pas les images, oui, donc vrai, je ne peux pas t'aider, Sacha. Turquie, Roumanie, Slovaquie, Kosovo. Voilà. Ça va. Pour l'équipe de France? Mais c'est pas pour nous. Non, rien à voir. Je dis c'est Turquie, Slovaquie, Roumanie. Je sais plus. Tant mieux. C'est pas pour nous. Essayons de ne pas trop réagir. Essayons de ne pas trop réagir aux images en direct, vu que je le rappelle, les téléspectateurs ne l'ont pas. On l'a en plateau juste pour vous donner les dernières informations, forcément. Avant de donner ce dernier adversaire des Diables, alors la question, je suis obligé de vous la poser, mais on peut espérer quoi, honnêtement, les Diables Rouges dans cette Coupe du Monde? Eu égard à ce qu'on a tiré jusqu'à présent, c'est-à-dire l'Égypte et l'Iran, si on ne passe pas le tour, faute professionnelle grave. Donc 16e de finale. Exactement comme la qualification pour la Coupe du Monde. 16e, et puis il faudra voir qui tu tires. Mais alors, c'est tombé pour je te coupe Jean-Marc, c'est tombé pour la Belgique. Le dernier adversaire, c'est la Nouvelle-Zélande. Oh! C'était un des adversaires que vous vouliez tous. Je suis content, c'est celui que j'avais considéré comme étant le meilleur tirage. C'est un super coup parce que c'est tout neuf. Donc je le rappelle, la Belgique, c'est tout frais. La Belgique, on a donc l'Iran, on a donc l'Égypte et on a la Nouvelle-Zélande. Honnêtement, ça paraît assez dingue comme groupe. C'est un groupe qu'on n'a jamais rencontré pratiquement. Ces équipes, c'est parfait. C'est parfait. Moi j'aime bien ça dans une Coupe du Monde. On a un tirage, honnêtement, on a un tirage rêvé, on va pas se mentir. Je continue ce que j'avais dit. Faute professionnelle grave si on ne passe pas le premier tour. 16e de finale, si tu termines premier du groupe, tu vas prendre un troisième d'un autre groupe. Donc je dirais minimum 8e de finale. Les amis, quand même, est-ce qu'on se rend compte? Iran, Égypte, Nouvelle-Zélande. C'est ça que j'ai envie de dire quand même aux gens qui nous regardent aussi. Est-ce qu'on se rend compte? Je vais te pincer. C'est quand même une chance. On a presque tous envie de se pincer. Mais c'est fou. C'est absolument dingue. Avec tout le respect qu'on a pour ces trois équipes, bien sûr. Mais ça n'a aucun. À la limite, c'est même aucun. Mais on aurait pu rêver. Parce qu'on a dit le meilleur tirage, etc. C'est le nouveau format de la Coupe du Monde. Mais tout est vraiment mis en place pour qu'on ait au moins facilement dans ces phases finales, quoi. Nathan. Dingue. Non, c'est rêvé. L'un de nous aurait pu sortir ce groupe. Oui, c'est vrai. On l'a pas sorti comme le meilleur tirage. Donc ça facilite encore plus nos attentes. Moi personnellement, j'ose espérer. Je pense qu'une belle performance serait un quart de finale. Un 8e serait un peu plus logique au vu des dernières performances de l'équipe, mais tu peux rêver d'un quart et pourquoi pas un peu plus. Donc Iran, Égypte, Nouvelle-Zélande. Oui, c'est vrai, tu as raison. Je le sens pas. Je le rappelle aux gens qui nous regardent. Je vais me réveiller ou pas? Le groupe de la Coupe du Monde 2026 pour nos Diables Rouges, c'est donc l'Iran qui était dans le pot 2, c'est donc l'Égypte qui était dans le pot 3, et c'est donc la Nouvelle-Zélande qui était dans le pot 4. On ne va même pas chercher une Italie potentielle barragiste. Donc on a ces trois équipes, je le rappelle, pour les Diables Rouges. Alors Nathan parle d'un 8e, quart de finale. On irait quel bel échauffement pour démarrer les phases finales. Minimum 8e. Mais moi j'ai peur que cet échauffement soit presque trop simple pour les Diables Rouges, et que dès qu'on se retrouve confronté à une équipe qui honnêtement nous faisait peur ce soir, là on se prenne une tarte et on rentre chez nous. Je vais jouer au trouble fait quand même. Bien sûr. C'est ce que je fais un peu. Non, mais je rappelle que quand on a eu le tirage au sort de la phase qualificative, on s'est dit Vinger in de Neus, comme on dit en flamand. Et puis, on s'est retrouvé match nul contre la Macédoine 2 fois, en difficulté contre le Pays de Galles chez nous, en difficulté contre le Pays de Galles là-bas. Donc ça, c'est des warnings quand même. Donc il ne faut pas croire que ça va être si simple que ça. Et j'espère qu'ils ont quand même entendu les alertes qu'ils ont reçues pendant la phase qualificative. Il reste 2 minutes dans cette émission spéciale. Tout s'est bien terminé. En tout cas, le tirage au sort, on avait peur qu'il soit très long. Finalement, la FIFA est avec nous. On est à temps. Le dernier de la France, la FIFA est avec nous. C'est justement ce que j'avais demandé. C'est justement ce que j'avais demandé à l'éditeur. Jonas, si tu sais juste me donner un peu le groupe de la mort, pour le moment potentiel, qui sera du coup à l'inverse vraiment de notre groupe à nous. Nous, c'est sans doute le groupe le plus facile
on le rappelle. Bon, honnêtement, avant que Jonas me donne le potentiel groupe de la mort, honnêtement, là, on a presque envie d'être tranquille, d'être de bonne humeur jusqu'à la Coupe du Monde. C'est la pire erreur à faire. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, c'est une compétition internationale où, force est de constater, on est très content, mais tout peut se passer. Il faut bien le remettre aussi en contexte. Ouais. Cette équipe de la Belgique va vraiment être considérée comme la grande favorite, la grande tueuse. De son groupe. On va mettre en place, dans son groupe, on va mettre en place des tactiques en fonction. Il y aura évidemment derrière du travail homme pour homme, etc. Et forcément, ce sera très très compliqué aussi dans le match. Quand le match va démarrer, là on remet les comptes à zéro. Hein. Maintenant, là on va parler, on est tous contents. On sait que cette Belgique va être archi favorite, beaucoup plus forte sur papier. Mais quand ça va être sur le terrain, nos diables vont avoir énormément de pression parce qu'ils vont devoir assumer ce statut de favori. Bien souvent, la Belgique a des grandes difficultés quand elle Si tu ne passes pas ce groupe, n'y va pas. Exactement. Je crois que c'est un scandale. C'est parfait pour terminer cette émission. Je le rappelle donc, le groupe de la Belgique, le groupe G, avec donc l'Iran, avec donc l'Égypte et avec donc la Nouvelle-Zélande. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, en tout cas dans Football Total, pour un format plus classique, mais on donnera peut-être d'autres commentaires sur ce groupe rêvé pour nos Diables Rouges à la Coupe du Monde. Mais sinon, on se donne rendez-vous, c'est le 11 juin que ça commence avec le premier match au Mexique. On a hâte d'y être, honnêtement, avec ce groupe. On va passer un très très grand moment. Et tout le monde va passer une très bonne soirée en rêvant un peu à cette Coupe du Monde avant que. Des buts de Lukaku, des buts de Lukaku. On l'embrasse bien sûr, Lukaku. Merci à tous les trois de m'avoir si bien accompagné pour cette édition spéciale de Football Total, la première édition spéciale de Football Total. Un grand merci à Jonas qui avait beaucoup à faire aussi pendant cette émission. Merci aux équipes techniques bien sûr. Et donc tout de suite, c'est un autre grand sportif, c'est Stéphane Bern qui va prendre l'antenne avec Secret d'Histoire. Hein. Ça reste important, l'histoire, on espère qu'on la marquera avec les Diables Rouges pour cette Coupe du Monde. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à l'horaire classique, 22h50. Bon week-end sur LN24.